bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis absolument enchanté d'être ici cet après-midi. Et merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous revoir, pour beaucoup d'entre vous que je connais depuis longtemps. Et puis, je suis également très ému parce que le TRT5, j'ai été membre du TRT5 entre 2000 et 2007. Et ça a vraiment contribué, le TRT5 a contribué, je dirais, à mon éducation militante et également m'a beaucoup inspiré dans mon côté chercheur. Beaucoup de choses que j'ai pu réaliser grâce au temps passé au TRT5 qui était extrêmement inspirant. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous. Et on m'a demandé de vous traiter rapidement sur la thématique de la qualité de vie. Donc, pourquoi, quand et comment mesurer la qualité de vie? Alors, j'ai essayé de faire ce topo un peu de façon plutôt des réflexions et pas vraiment. L'idée n'est pas de rentrer du tout dans la technique. Alors, juste une définition, la qualité de vie. Vous voyez ici une définition, je vais la lire parce que tout le monde ne voit pas. La définition de l'OMS. La qualité de vie, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. Donc vous voyez que c'est long, mais s'il faut retenir une chose, c'est que c'est plutôt quelque chose qui correspond au bien-être, en 2 mots, c'est plus court. Et puis, l'autre élément essentiel qu'il faut retenir de la qualité de vie, c'est que la qualité de vie, c'est multidimensionnel. Ce n'est pas que la santé physique. Souvent, les médecins ont tendance à regarder la qualité de vie que sur la dimension physique, mais c'est aussi, bien sûr, mental, c'est social, c'est environnemental, c'est sexuel, etc. Il y a plein de dimensions différentes. Alors, quel est l'intérêt de mesurer la qualité de vie dans les études cliniques du VIH? Alors, le premier constat, c'est que les questions d'efficacité des antirétroviraux aujourd'hui, ces questions-là, elles atteignent une certaine limite parce que tout ce qui sort marche en général très bien. On en est très content, mais pour faire plus blanc que blanc, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de trouver des molécules où on va essayer d'améliorer la qualité de vie. Encore faut-il le montrer. Mais il y a pas mal d'études qui sont justifiées par ça. Après, ça peut être important aussi pour voir ce qui se passe d'un point de vue de santé publique dans la vraie vie, c'est de mesurer les perceptions des patients, qu'est-ce que les patients pensent, les préférences en termes de molécules, parce que c'est celles-là qui seront mieux prises, de manière à influencer les choix thérapeutiques. Un autre intérêt de mesurer la qualité de vie, c'est un peu ce qui a été abordé ce matin dans les essais CURE, où dans cette recherche, il y a souvent des interruptions de traitement. Et là, on ne sait pas quel va être l'impact d'une interruption de traitement sur la qualité de vie. Moi, personnellement, si on m'interrompt mon traitement, il faudra me mettre sous perfusion de tranquillisants. Mais il y a plein de gens qui, au contraire, vont être très soulagés de voir à faire une pause de traitement. Donc, ça va dépendre des gens. Donc, du coup, mesurer ça pour savoir quel est le profil de gens qui vont être plutôt sereins ou d'autres qui ne vont pas l'être, ça peut avoir son intérêt. Et puis, il y a toute la recherche sur les effets indésirables du point de vue du patient, qui est aussi importante, parce que souvent, ce que vit le patient, ce n'est pas forcément les effets indésirables qui sont remarqués par les médecins ou qui sont importants pour les médecins. Ça, on l'a vu depuis le début des trithérapies. On a vu qu'il y avait une différence entre les 2 points de vue, même s'il y a des points de convergence, bien sûr. Alors, quand est-ce qu'on mesure la qualité de vie dans les essais cliniques? Quel type d'études? Alors, quand on fait des études de phase 1-2, bon, là, il y a peu d'effectifs. On est centré sur l'efficacité. Ce n'est pas forcément la priorité d'aller faire des études de qualité de vie. Alors, c'est par contre très utile dans les études observationnelles, les études de cohorte, pour regarder un peu dans la vraie vie l'évolution de la qualité de vie avec le temps. Ça, c'est ce qui a été notamment fait dans beaucoup de cohortes de la NRS il y a déjà très longtemps. Et puis, il y a les fameuses études post-AMM, les études de phase 4, où là, alors vous m'excusez, je m'excuse déjà auprès
des industriels présents dans cette salle, mais ils sont conscients comme moi que dans ces études industrielles observationnelles, il peut y avoir de tout. Il y a des choses qui sont à l'initiative du marketing. Et là, franchement, c'est un peu pas très scientifiquement solide souvent ce qu'ils proposent comme type d'étude. C'est plutôt pour inciter à vendre un produit, inciter le prescripteur à plutôt mettre un produit, à prescrire ce produit. Mais par contre, il peut y avoir des études promues par les industriels qui ont un intérêt tout à fait scientifique en termes de qualité de vie. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, dans les essais d'efficacité de phase 3, ça peut être utile déjà d'emblée quand on veut enregistrer un nouveau médicament, d'avoir des données de qualité de vie. Mais il faut savoir qu'il y a des biais. Et le premier biais, c'est le biais socio-économique avec des populations de PVVIH qui sont dans les essais cliniques, et ce qui a été indiqué déjà ce matin par Karine, qui peuvent être tout à fait différentes des PVVIH ordinaires. Et je vais vous montrer une diapositive. Là où, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'était une étude qui avait été faite par le SC10 il y a déjà quelques années et qui avait poolé toutes les données des patients qui étaient inclus dans les essais cliniques, et ça avait été comparé avec la population VIH non infectée, la population générale française. Et on voyait qu'en termes de qualité de vie, par rapport aux échelles qu'on avait utilisées, les patients VIH allaient beaucoup mieux en termes de qualité de vie que les patients de la population générale. Alors certes, ils étaient indétectables pour la plupart, déjà traités, mais quand même, avec une maladie chronique, les autres n'avaient pas de maladie. Et bien avec une maladie chronique, on allait mieux que sans maladie. Et pourquoi ? Parce que ça montre qu'il y a un biais d'inclusion dans ces essais et qu'on inclut des gens de catégories assez aisées. Et comme la qualité de vie, c'est très multidimensionnel, c'est un petit peu compliqué ensuite d'extrapoler des données dans des essais de phase 3, par exemple, sur des populations qui sont déjà biaisées. Alors, pour revenir au biais, il y a aussi le biais de sélection que dans des essais, on peut avoir des gens qui sont nettement plus motivés à participer parce qu'ils ont envie. Par exemple, les essais injectables, on va sûrement en parler tout à l'heure, mais les essais sur l'injectable, les gens qui vont dans les essais, ils sont motivés par ça. Donc, ils ne vont pas forcément être représentatifs de tous les PVVIH. Donc, dans les phases 3, ce qui est intéressant, c'est de comparer les bras, par exemple. La validité interne est intéressante. Mais surtout, s'il y a un point qu'il faut bien retenir, c'est que quand on veut faire une étude de qualité de vie, il faut qu'on ait une hypothèse au départ. Il faut se dire en quoi la molécule que je développe, elle apporte une amélioration. Sur quelle dimension de la qualité de vie ? Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est... je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Il ne faut pas dire que ça va être mieux pour la qualité de vie sans qu'on ait d'hypothèse. Sinon, on ne saura pas quoi mesurer. Donc voilà. En quoi mon nouveau traitement apporte l'amélioration ? Est-ce que ça améliore les effets indésirables ? Est-ce que ça permet d'avoir une meilleure santé mentale ? Vous vous rappelez, à une époque, il y avait des non-nucléosidiques qui secouaient quand même un peu la santé mentale et des nouveaux qui pouvaient apporter une amélioration. Est-ce que c'est une moindre fatigue ? On a vu ça avec les anti-intégrases. Est-ce que c'est une meilleure facilité à gérer le secret sur son statut sérologique, l'enquête de remèdes récentes sur les injectables a par exemple montré, c'était les résultats que Cynthia a présentés à Montréal, a pu montrer que certaines populations étaient plus intéressées justement à cause de ces problèmes de secret. Et puis, peut-être, est-ce qu'on peut avoir une meilleure estime de soi avec tel ou tel type de molécules ? Tout ça, c'est des hypothèses qui sont importantes à formuler quand on veut mettre de la qualité de vie dans des essais cliniques. Et c'est très important parce qu'en fonction de l'hypothèse, on n'utilisera pas le même instrument de mesure. Et là, j'en viens sur la mesure. La mesure, il y a plein d'échelles. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails techniques de mesure de qualité de vie. Il y a des échelles génériques qui sont valables pour les personnes VIH ou pas VIH, mais ce n'est pas très très fin. Il y a des échelles plus spécifiques. Et puis, les échelles, l'important, c'est que c'est psychométriquement validé. Donc ça, généralement, c'est un instrument avec plein de questions, très compliqué, mais il y a des gens qui sont amusés, qui ont vraiment travaillé fortement pour vous dire que cette échelle est très fiable d'un point de vue de mesure.
Et puis, il y a des mesures spécifiques de perception de patients qu'on appelle souvent les Patient Reported Outcomes, où on va regarder plus spécifiquement la satisfaction, les perceptions de symptômes, la vie sexuelle, etc. Mais pour ça, il faut qu'on ait une hypothèse sur la molécule à tester, en quoi elle va améliorer. Et en fonction de ça, vous choisissez l'échelle que vous voulez. Donc le choix, il dépend de la question de recherche. Et il faut bien se dire qu'il ne faut pas forcément se dire je vais mettre une échelle validée dans mon... Il faut que ce soit absolument que ce soit une échelle validée. Si ce n'est pas pertinent, il vaut mieux une échelle pas validée et pertinente qu'une échelle validée qui n'est pas pertinente. Voilà, en gros, ça c'est vraiment important à avoir ça en tête. Parce que sinon, on mettra toujours des échelles qui vont mesurer comment les gens montent les escaliers. Et si on met des échelles si on voit que les gens montent bien, tout le monde monte bien les escaliers aujourd'hui avec le VIH, en règle générale, et c'est pas ça qui va différencier deux traitements pour savoir si on monte mieux les escaliers. Donc vous voyez bien que la pertinence, c'est d'abord le critère numéro 1 qu'il ne faut pas avoir en tête. On a vu trop dans le passé des essais, par exemple, à l'époque des lipodystrophies, où on mettait justement ces échelles de mesure des escaliers pour comparer deux produits de complément. Ça n'avait aucun sens. Alors là, je vous montrer juste une étude. C'est justement une étude faite avec un laboratoire, hein, avec MSD, pour vous montrer qu'on avait une hypothèse. C'est une étude observationnelle suivie. On regardait des gens avant qu'ils soient sous traitement anti-intégrase et ils switchaient vers les anti-intégrases. À l'époque, il n'y avait que le raltegravir. Et vous voyez que sur toutes les dimensions d'une échelle de fatigue, l'hypothèse, c'est que les gens qui prenaient les anti-intégrases allaient être moins fatigués, parce que c'était un peu ce qu'on sentait sur le terrain, que ça améliorait la fatigue. Eh bien, on s'est dit, on va tester l'échelle de fatigue. Et c'est ça qui a été mesuré. Et quand on utilise le bon instrument, on voit effectivement une baisse significative de tous les scores de fatigue, à part une des dimensions, la dimension mentale. Mais en dehors de la dimension mentale, sur les 3 autres dimensions de la fatigue, on voyait une amélioration de la fatigue pour les patients qui a pu être démontrée. Alors le cas des injectables, je mets ça déjà pour la discussion d'après. Là, il faut se dire sur quelle hypothèse se base-t-on pour supposer une amélioration de la qualité de vie. C'est quoi l'hypothèse? Et il peut y en avoir plusieurs. Peut-être qu'on aura moins d'effets indésirables. Peut-être qu'on aura une meilleure santé mentale, parce qu'on ne se prend pas la tête à prendre des comprimés tous les jours. Peut-être qu'on aura une moindre fatigue. Peut-être que ce sera plus facile à gérer son secret, à gérer le secret sur son statut sérologique pour des personnes qui ne voudraient pas que ça se sache dans leur entourage, parce qu'on n'a pas besoin de cacher des comprimés. Peut-être que du coup, ça améliore aussi son estime de soi. Donc pour tout ça, pour pouvoir gérer tout ça, il y a eu des approches qualitatives avec le travail de Séverine Carillon, qui a pu interviewer des premières personnes qui avaient pris les injectables ou qui ont pu voir aussi ce qu'attendaient les personnes. Et ça aide aussi à formuler l'hypothèse dans un essai clinique. Et puis, autre chose qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de VIH, c'est que le VIH, les populations ne sont pas homogènes. Et peut-être que les attentes, par exemple, des personnes migrantes ne sont pas forcément les mêmes que les HSH, ne sont pas les mêmes forcément entre les hommes et les femmes. Et que quand on évalue la qualité de vie, on ne peut pas forcément raisonner en disant c'est pareil pour tout le monde et qu'il faut regarder en fonction des besoins de toutes les sous-populations. Et du coup, je termine par ça, c'est les enjeux réglementaires. Du coup, c'est très important, quand on parle de qualité de vie, de réfléchir comment on peut démontrer scientifiquement une amélioration du service médical rendu. Parce que souvent, on justifie une innovation par le fait que ça améliore la qualité de vie. Mais comment on le démontre? Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Et souvent, les autorités de santé, elles voudraient qu'il y ait un instrument universel de mesure de qualité de vie. Or, ça n'est pas possible. C'est illusoire. Ce n'est pas les CD4, la qualité de vie, vous l'avez compris. C'est multidimensionnel, ça dépend des questions, des hypothèses qu'on a. Donc, il faut aussi réfléchir avec les autorités de santé pour dire, non, il n'y aura pas l'instrument magique qui va mesurer la qualité de vie pour toutes les pathologies et tous les traitements. C'est juste impossible. Donc il faut passer du prêt-à-porter à la haute couture. Et ça, c'est pas toujours facile à faire comprendre. Et du coup, il y a besoin quand même, parce que les industriels, certes,
ils veulent nous vendre quelque chose, mais il faut qu'ils prouvent que leur innovation vaut le coup d'être reconnue. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des recommandations. Donc, pour moi, les torts sont partagés. Les industriels ne démontrent pas assez, mais les autorités de santé ne disent pas non plus comment le faire, de ne pas de guidelines spécifiques. Ils disent juste qu'il faudrait que vous vous occupiez de la qualité de vie, et c'est tout ce qu'il y a. Et ça ne va pas plus loin que ça. Donc la nécessité pour le plaidoyer, c'est à la fois de plaider auprès des industriels, de mettre de la qualité de vie dans leurs essais, mais aussi aux autorités réglementaires pour qu'ils prennent le dossier vraiment de façon scientifique, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la qualité de vie, et qui aillent au-delà d'une approche mesure universelle de qualité de vie qui est impossible. Et voilà, je vous remercie, et on pourra rediscuter si vous avez des questions.